Bonsoir à vous les Yellow Women. Je vais vous laisser vous connecter. Peut-être que si certaines sont en direct, dites-moi si vous me voyez bien, parce que là c'est un peu sombre, mais je peux pas faire mieux à mon cabinet. Si vous m'entendez bien également, je vais juste vérifier. Ouais, je suis bien en live, donc ça c'est top. Et puis, peut-être en attendant que je me présente, peut-être voilà, si vous êtes en direct, c'est bien. Peut-être si vous voulez bien partager de là où vous êtes, d'où vous venez. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de Françaises dans le groupe forcément, mais il y a aussi des Belges, des Canadiennes, des Québécoises. Donc n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, quel deuil vous traversez, qui vous avez perdu. Et puis que je sache un peu qui est derrière aussi l'écran, c'est toujours plus sympa aussi pour moi. Et puis je vais me représenter parce qu'en fait il y a beaucoup. Bonjour, on me dit bonjour Rachel. Alors moi je vois pas les prénoms, donc vous m'excuserez, mais peut-être que pour que je vois les prénoms, il faut que vous validiez juste le lien qui est au-dessus de la vidéo et comme ça je vois vos prénoms normalement. Mais bonsoir en tout cas, je suis contente, je suis pas toute seule. Et il y a du monde, super. Oui, je disais qu'il y avait beaucoup de femmes qui nous ont rejoints sur le groupe ces dernières semaines. J'étais habituée à faire pas mal de live dans le groupe et puis voilà, j'ai beaucoup de travail donc mais ça me manquait aussi. J'ai besoin aussi d'un contact direct aussi avec vous et pas qu'avec mes clientes, aussi avec tout le monde. Donc c'est pour ça que j'avais choisi de refaire un live ce soir, puis je vais en refaire aussi régulièrement. Donc je disais pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Rachel Galerme, je suis sophrologue et j'accompagne alors en majorité des femmes qui ont perdu un conjoint ou une conjointe. Et puis depuis quelques mois, on me sollicite aussi beaucoup pour d'autres accompagnements sur d'autres types de deuil, ce que j'ai accepté bien sûr avec grand plaisir. Donc je vous laisse tranquillement arriver et puis on va démarrer. De toute façon, vous pourrez voir aussi le replay. Je prends mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'espère que j'oublierai rien, mais n'hésitez pas aussi à me poser des questions, à partager aussi votre expérience. Et puis tout le monde me dit bonsoir, c'est super. Et puis voilà, si je peux répondre à vos questions et pas faire juste mon speech tout seul dans mon coin, c'est toujours plus sympa parce que j'aime bien que ce soit interactif. Alors ce soir, je voulais effectivement vous parler de 5 clés, on va dire 5 choses importantes pour moi qui sont importantes quand on traverse un deuil. Alors déjà pour démarrer, qu'on soit vraiment au clair tous là-dessus, j'aime bien, ça peut un peu paraître bateau, mais redéfinir ce que c'est le deuil. Pour moi, le deuil, c'est vraiment ce sentiment, cette sensation, ces ressentis de douleur. Et bonjour Louise. Ces sensations de douleur qu'on ressent. Si on regarde la racine latine du mot deuil, c'est dolore en latin. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la douleur. Le deuil, c'est aussi un processus naturel, aidant et cicatrisant. Donc en fait, bon ça vient pas de moi, hein, j'ai rien inventé. Certainement que vous avez peut-être toutes lu des livres de Christophe Fauré, qui est vraiment en France le psychiatre spécialiste du deuil. Peut-être aussi au Canada, je ne sais pas s'il est connu jusque-là, mais les filles canadiennes nous diront. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, le deuil, c'est un peu comme si ça va être une cicatrisation naturelle. C'est comme si vous coupiez en fait au niveau de la main, même si votre main, vous mettez pas sur votre coupure un désinfectant, même si vous regardez pas votre blessure, même si vous mettez pas de pansement, vous laissez ça à l'air libre. Naturellement, la cicatrisation, elle va en fait se faire. Elle va se faire tranquillement parce qu'en fait, notre corps, c'est une machine super bien foutue. En fait, on va actionner au niveau de l'ADN, les chairs voilà, vont se recoller. Alors, ça va peut-être mettre un peu plus de temps que si on en prenait soin, mais en tout cas, ça va se faire. Le risque, c'est que quand on va se cogner, quand on va être fatigué, peut-être que cette cicatrice, elle va pas être très belle et elle va peut-être se réouvrir. Alors que, donc ça, c'est une option, hein, c'est un truc qui se fait inconsciemment. À partir de l'annonce d'un proche, le corps, il se met en route naturellement pour cicatriser, pour apaiser cette blessure. C'est aussi pour ça, je l'expliquerai, que on se sent tellement fatigué et ça peut durer plusieurs mois, voire 2 ans, 3 ans, des fois plus longtemps, où on a cette fatigue extrême. Et puis, donc ça, c'est une option, c'est quelque chose qui se fait de façon inconsciemment,
qui se déclenche pour tout le monde. Et puis la deuxième option, c'est que cette blessure, en fait, on va dire, on aille aux urgences ou au moins qu'on la soigne toute seule, qu'on la regarde, qu'on la désinfecte. Peut-être qu'on aura besoin de points de suture, peut-être d'un pansement. Le pansement, on va l'arracher. Alors, c'est pas hyper confort, mais on va en remettre un neuf, etc., etc. Et puis là, on va vraiment avoir une belle cicatrice. Et là, on va venir aider en fait cette cicatrisation. On va venir aider ce processus naturel. C'est un peu mon job. Moi, je viens aider ce processus naturel de cicatrisation en soutenant le corps, en soutenant le mental, en faisant tout un travail global là-dessus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le deuil, c'est quand même un grand bouleversement dans notre vie qui est violent. C'est important de le redire parce que, souvent c'est un peu minimisé, j'en parlais tout à l'heure, mais, c'est quelque chose qui est hyper violent, qui vient complètement nous déséquilibrer, enfin c'est un vrai choc et ça a un impact, sur notre mental, mais ça a un impact aussi sur notre corps, ça c'est moins connu puisqu'en fait, il y a vraiment une baisse, enfin il y a un bouleversement au niveau hormonal, il y a une baisse, des hormones, du bonheur, hein, forcément on est triste, on est en colère, on n'est pas bien, on se sent vide, et puis, il y a une forte, augmentation de l'hormone du stress, avec, vraiment des peurs, des angoisses, une anxiété plus, une raideur au niveau du corps. On a nos défenses immunitaires qui baissent, hein, forcément. C'est pour ça que parfois des gens viennent me voir au bout d'un an et me disent: «En plus d'avoir perdu un proche, je me suis chopé une maladie ou bien, j'ai, je me suis pris, enfin, je me suis cassé la jambe, ou j'ai des problèmes pulmonaires, et cetera, et cetera. Et souvent, en fait, c'est pas que c'est un truc en plus, c'est vraiment lié, au deuil parce que ça affaiblit complètement notre système immunitaire. Donc voilà, donc ça désorganise tout, ça a un impact, aussi, sur notre vie sociale, sur nos relations aux autres. C'est un vrai tsunami et forcément, ça a un impact sur notre confiance en nous. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir et ça peut durer quand même, un certain temps. Ça peut être long et ça a un impact aussi sur notre estime de nous-mêmes. Je pense à une cliente que j'ai accompagnée l'année dernière, qui avait perdu son mari, depuis 2 ans, d'un suicide et qui me disait: «J'ai l'impression d'être comme un déchet». Donc c'était assez fort comme mot en termes d'estime, ce qu'elle valait. Pour elle, c'était, «Je vaux plus rien», quoi. Donc c'est vraiment intéressant et important, je pense, d'avoir conscience de ça. C'est pour ça que je vous le partage, que le deuil a aussi un impact fort sur la confiance en soi. D'autant plus peut-être si, avant ce deuil on n'avait déjà pas trop confiance en nous, si on croyait pas trop. Pour moi, la confiance en soi, c'est ça, c'est je crois pas en mes capacités, quoi. Je suis pas capable. Donc arrive un deuil, je suis pas capable de faire la route, toute seule, sans lui, sans elle, je vais pas être capable d'avancer, je vais pas être capable, ce qu'on me dit, de remonter la pente, d'être apaisée, d'être à nouveau, d'avoir le goût de vivre tout simplement, de me sentir, détendue, joyeuse et puis de faire des nouveaux projets sans la personne qui est partie. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à réagir, à faire des commentaires. Bonsoir aux nouvelles personnes qui sont arrivées. Alors, première chose, par rapport aux 5 choses qui me semblent importantes, les 5 clés pour retrouver confiance en soi. Déjà, la première chose, c'est de pas minimiser, ce qui nous arrive, et de pas hiérarchiser, en fait. Pour moi, il y a pas de hiérarchie dans la souffrance du deuil. Donc Louise, pourquoi ça fait ça, la perte de confiance en soi? En fait, parce que Louise, ça bouleverse tous nos repères, en fait. Ça bouleverse tous nos repères parce que la personne, alors voilà, je donne l'exemple de la perte de notre conjoint. On perd notre conjoint, mais aussi on doit faire le deuil de notre conjoint, on doit faire aussi le deuil d'un couple. On se retrouve seul, donc c'est, qu'est-ce que je vais faire toute seule, quoi? Je suis complètement paumée, je suis complètement perdue. Donc ça désorganise tout, nos projets futurs, voilà, donc on se dit: «Je vais pas être». J'ai eu l'habitude, par exemple, d'avancer à 2 ou j'ai l'habitude d'avancer avec mon enfant qui est plus là. Il y a tout qui s'arrête d'un seul coup.
Donc c'est pour ça que cette perte de confiance, c'est perte de confiance en soi, mais perte de confiance aussi en la vie, quoi, parce que la vie m'a retiré un proche, mais c'est injuste et bah, j'y crois plus, quoi. En résumé, c'est un peu ça qui se passe. Je sais pas si ça répond à ta question, Louise, tu me diras. Euh, donc oui, ce que je disais, c'est que en fait, de ne pas minimiser. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance du deuil. C'est-à-dire que souvent, dans les croyances populaires au niveau du deuil, on pense que ou on dit que on est désorienté. Ouais, c'est tout à fait ça. On dit que c'est plus grave de perdre un enfant que de perdre un conjoint. Ça, je l'entends souvent. Ou c'est plus grave de perdre un conjoint que de perdre un parent, par exemple son père. Ou c'est plus grave de perdre son père que de perdre un collègue de travail. En fait, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. En fait, on perd tous une personne qui nous est chère et eh bien, en fait, ce processus naturel que je vous partageais en introduction, il est au cœur de chaque deuil et il n'y a pas à comparer. Alors, effectivement, souvent on dit par rapport au deuil de l'enfant, c'est plus douloureux, c'est horrible, bien sûr. La différence peut-être, c'est que quand on perd un enfant, on va devoir faire le deuil du futur, de tous les projets du futur de cet enfant qui devait grandir et qui, voilà, il y a un stop, il y a une rupture définitive. Et puis quand on perd, on va dire un parent, un conjoint, c'est souvent aussi le deuil du passé qu'on doit faire. Donc il y a un peu cette distinction-là, mais pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas plus ou moins douloureux, c'est douloureux, point. Voilà. Donc ça, et je vais même aller plus loin aussi. En début d'année, j'ai accompagné un monsieur qui avait perdu son chien. Donc ça peut paraître un monsieur aveugle, donc son chien avait vraiment un rôle très important dans sa vie. Et ben clairement, ce monsieur avait perdu son chien depuis 6 mois. Clairement, ce monsieur, il était en deuil, quoi. Il traversait les émotions du deuil. Et il y a plein de gens qui lui ont dit, non mais attends, c'est qu'un chien, et puis tu vas en avoir un autre. Puis d'ailleurs, quand il est venu, ben effectivement, il avait un nouveau chien. Mais pour moi, il était en deuil. Et pour moi, c'était pas, il n'y avait pas à minimiser, quoi, hein. Je l'ai accompagné sur ces émotions-là, à traverser tout ça et à avancer sans ce chien et apprendre à vivre sans ce chien qui avait partagé sa vie pendant une dizaine d'années. Donc c'est important de ne pas minimiser les choses. C'est important aussi de pas minimiser les choses. Dans un autre cas, c'est quand on perd quelqu'un. Enfin, il y a certains deuils, je trouve, qui sont pas reconnus. Par exemple, de plus en plus, j'ai des femmes qui arrivent à moi et qui ont perdu un conjoint ou une conjointe qui était en fait en train qui était comment dire en train de se séparer, ou je pense à une nouvelle cliente qui est arrivée dans mon programme Redonner un sens à sa vie, qui avait perdu son conjoint il y a 5 ans d'un suicide. En fait, ça se passait très mal depuis 3 ans dans leur couple. Elle lui a annoncé le divorce et le monsieur s'est suicidé. Et en fait, ça, c'est un vrai tabou. Et elle m'a dit d'ailleurs quand elle est venue en séance gratuite, Rachel, je ne sais pas si j'ai ma place dans tes groupes, dans tes programmes d'accompagnement, parce que je vis pas la même chose que les autres femmes qui ont perdu leur conjoint, parce que voilà, l'amour n'était plus au cœur, et c'est pas la même chose que quand une femme perd un conjoint et qu'elle est encore amoureuse de lui et que ça se passait bien. Et je trouve que c'est des deuils qui sont pas reconnus. Et cette dame, pour moi, elle est en deuil complètement. Et d'ailleurs, ça a sans doute aussi freiné son travail de deuil parce qu'au bout de 5 ans, elle a encore des choses à travailler alors qu'elle a un nouveau compagnon, mais elle est toujours dans une très très forte culpabilité. Donc on peut perdre son ex-conjoint et être en deuil et être mal et se faire aider. Enfin, c'est vraiment hyper important. Et je le dis de façon voilà, de plus en plus ouverte aussi, parce que j'ai vécu un petit peu les mêmes choses, puisque voilà, pour celles qui ne le savent pas, j'ai perdu mon conjoint aussi d'un suicide en 2014. Et à l'époque, ça faisait 6 mois qu'on avait décidé de plus vivre sous le même toit. On était toujours un couple, mais pour voilà, diverses raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, on ne vivait plus sous le même toit. Mais il y a des gens qui m'ont dit, mais je comprends pas pourquoi tu parles du deuil aujourd'hui, etc. Vous viviez plus ensemble. Et moi, je me suis vraiment pas sentie reconnue dans mon deuil, quoi. Ça a été vraiment une belle blessure
au point où j'en parle aujourd'hui ouvertement depuis peu, mais je pense que je dois bien ça à mes clientes, de dire non, j'ai aussi traversé un deuil et cet homme-là, je l'aimais. C'est pas parce qu'on vivait plus sous le même toit, qu'il y avait des tensions que j'étais pas en deuil, quoi. Donc c'est vraiment important de pas minimiser les choses. N'hésitez pas à intervenir, hein, si voilà, s'il y a des questions, s'il y a des choses vraiment. Je vous laisse écrire tranquillement. La deuxième chose, c'est la question du temps. Alors, souvent, il y a des gens qui vont vous dire: avec le temps, tu vas voir, ça ira mieux». Ça, c'est un classique. OK. Tout le monde alors, le temps, ça peut être un allié, mais ça peut être aussi notre pire ennemi. Comment ça se passe? Alors pour moi, il y a vraiment 3 grandes phases dans le deuil. Alors je vais pas rentrer dans les étapes du deuil. Pour moi, faut les étapes du deuil, c'est des repères. Christophe Forêt en parle beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes et des femmes qui me suivent qui adorent Christophe Forêt, moi aussi. Mais je pense que ces étapes du deuil, il faut aussi un peu, c'est des repères et il faut prendre un peu de distance aussi par rapport à ça parce que, chaque deuil est vraiment unique et chacune, on va faire notre chemin, notre parcours. Ce qui est intéressant, j'ai perdu le fil, le temps, oui, pour moi, en fait, il y a 3 étapes, en fait, vraiment 3 phases, on va dire. Il y a le choc, cette phase où on est complètement, sidéré, abasourdi, on est déconnecté de la réalité, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas de quoi on a besoin, on a l'impression d'être un peu dans le coton comme ça au niveau du cerveau et au niveau du corps aussi, mais ça, c'est aussi normal, c'est une protection, c'est ce que j'appelle moi le plan Vigipirate qui va vraiment, nous protéger, hein, pour pas que le cerveau il pète un câble. Et ben, il y a cette protection naturelle qui se met, entre la réalité de la perte et ce qui nous arrive. Ça veut pas dire qu'on souffre pas, mais en tout cas, il y a comme voilà, une espèce d'un truc, c'est pas réel, quoi. Et puis il y a sa deuxième phase, l'impression d'être figé dans le temps, voilà, c'est exactement ça. Et puis, en fait, il y a cette troisième phase de reconstruction. Certaines personnes parlent d'acceptation. Je trouve que c'est un mot un peu fort. D'accepter la mort de quelqu'un, c'est quand même un niveau, voilà. On peut accepter de réorganiser sa vie sans lui, OK, mais accepter qu'il soit mort, c'est encore un autre degré et en tout cas de se reconstruire. Et en fait, par rapport au temps, dans cette deuxième phase de traverser des émotions, eh bien, en fait, cette phase, il va falloir qu'on la traverse, quoi. Et en fait, elle est incompressible. Et si on veut la réduire, hein, si on dit: «Non, non, je veux pas pleurer, je vais être en mode warrior». Moi, j'étais comme ça, «Non, non, il faut pas que je pleure, il faut que je tienne le choc, il faut que je retourne travailler, il faut pas que je montre à mes parents que ça va pas, faut que j'y aille» et cetera. Eh bien, de toute façon, cette phase, en fait, elle va s'étirer encore plus et à un moment donné, de toute façon, ça va nous sauter, à la figure, pour rester poli. Donc en fait, cette phase, elle est vraiment incompressible. Donc le temps, il ne règle pas tout, surtout si en fait on veut, mettre ses émotions vite, vite sous le tapis et on montre rien. Le temps il passe, ça c'est sûr, ça je vous confirme pour tout le monde, mais en fait il ne règle pas tout. Il y a aussi une phase où il va falloir qu'on traverse ces émotions-là et qu'on en passe par là. Hem, je vous donne un exemple pour ça d'une dame que j'ai accompagnée. Alors c'était il y a 4 ans, tout au début où j'ai démarré. J'étais pas encore, axée spécifiquement sur le deuil. J'étais pas, encore, spécialisée, on va dire, sur le deuil. Je m'étais formée, mais, en fait, je le partageais pas forcément encore beaucoup. J'assumais pas peut-être. Et bien, une dame prend rendez-vous et à l'époque, je travaillais beaucoup sur les questions de confiance en soi. J'accompagnais beaucoup de femmes sur la confiance en soi, sur des femmes qui se posaient des questions sur leur boulot, sur leur couple et cetera. Et cette dame, elle prend rendez-vous parce qu'elle fait des crises de panique sur l'autoroute. Et elle intègre un de mes programmes, je l'accompagne, elle est en région parisienne, donc on travaille à distance, en visio. Déjà à l'époque, bon avant la Covid, je travaillais déjà en visio et en fait, je lui demande à la première séance depuis quand est-ce qu'elle s'est datée ces crises d'angoisse et elle sait pas trop, elle me dit 2 ans, 3 ans, je sais pas Rachel, OK. Et puis, on travaille dès la première séance sur ces crises d'angoisse parce qu'en sophro, on a plein d'outils par rapport à ça, par rapport aux crises de panique, donc on démarre
Et d'un seul coup, en plein milieu de la séance, je vois qu'au niveau émotionnel, ouah, ça monte, elle se met à pleurer, et puis elle reprend un peu son souffle et je lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe pour elle, si elle peut m'expliquer ce qui se passe. Et là, d'un seul coup, elle me dit: «Ben, tout à l'heure, à votre question, j'ai pas su répondre depuis quand, je faisais des crises de panique, mais je viens de prendre conscience» et ça, en sophro, ça arrive souvent, les prises de conscience comme ça, qu'en fait, je fais ces crises de panique depuis que mon frère s'est suicidé et j'avais pas fait le lien du tout. Et en fait, elle m'explique que, quand son frère s'est suicidé, déjà quelques jours avant son suicide, eh bien, hem, elle s'était disputée avec lui, donc il y avait un peu une tension, elle s'était pas réconciliée avec lui. Et puis, elle s'était beaucoup occupée de ses parents, elle s'était beaucoup occupée, de sa sœur, de son frère, mais elle n'avait pas partagé, elle, cette culpabilité. Le reste de la famille savait pas qu'ils s'étaient disputés et en fait, elle portait ça à l'intérieur d'elle. Et elle me disait d'ailleurs: «Quand je fais mes crises de panique sur l'autoroute, j'ai l'impression que je vais mourir, quoi». Et donc il y avait de ces angoisses de mort qui remontaient et en fait, on a pu travailler sur ce deuil qui n'avait pas du tout été évoqué pour cette culpabilité-là qu'elle n'avait pas du tout partagée. Et d'ailleurs, c'était assez fort parce qu'inconsciemment, elle me disait: «Plus je m'approchais du premier rendez-vous avec vous, plus mes crises de panique sur l'autoroute étaient fortes» et j'en ai même fait au bureau et je commençais vraiment à perdre confiance en moi. Et elle me dit comme si inconsciemment, je savais que j'allais devoir déposer chez vous, enfin, en tout cas pendant la séance, quelque chose. Et on s'est revus 15 jours après. Moi, je vois les gens toujours tous les 15 jours et déjà dans le groupe Facebook, de mes clientes, elle a partagé: «C'est dingue, depuis une semaine, j'ai fait qu'une crise de panique». Donc il y a vraiment, vraiment un lien comme quoi, bah, le corps, en fait, ce qu'on dit souvent en sophro, ce qui s'exprime pas va vraiment s'imprimer dans son corps et ça va vraiment ressortir à un moment donné ou un autre. Donc ça, c'était pour la question du temps. Je lis juste vos commentaires. Même si on n'est plus amoureux de la personne, on ne voulait pas la perdre, donc oui, on vit le même deuil. Ouais, tout à fait d'accord avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Troisièmement, par rapport à cette confiance, c'est vraiment, je pense, important, d'exprimer vraiment ce qu'on ressent, de pouvoir le partager, le verbaliser, le dire, l'écrire. Moi, j'utilise aussi beaucoup, l'écriture avec mes clientes. Je leur demande d'ouvrir un cahier que j'appelle pas le cahier de deuil, moi, que j'appelle le cahier de gratitude. Mais c'est vraiment important que tout ça sorte, ben, justement par rapport à ce que je viens de vous partager, par rapport à l'exemple de cette cliente et parce qu'à un moment donné, si c'est pas exprimé, ben, ça vient aussi faire barrage sur la confiance en soi. On voit bien cette cliente avec ses crises de panique, elle commençait vraiment fortement à perdre confiance en elle, parce qu'elle arrivait en retard au boulot et cetera et puis, c'est vraiment aussi, quelque chose qui en termes les émotions, elles ont besoin d'être exprimées. Je vous explique un peu brièvement comment ça se passe au niveau émotionnel. Il faut imaginer que notre corps, c'est un peu comme une maison. Et notre corps a des messages à nous délivrer. C'est un petit peu comme vous, si vous aviez un message à délivrer à une très bonne copine, un message hyper important. Vous allez chez elle, vous allez, frapper à la porte de sa maison, même si elle vous ouvre pas, donc vous allez frapper, 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 tambouriner, sonner, aller toquer aux fenêtres, vous allez peut-être faire le tour de la maison pour, passer par le jardin, toquer à la porte du garage et cetera. Vous allez continuer à frapper jusqu'à ce qu'elle vous ouvre. Eh bien, au niveau émotionnel, c'est la même chose. En fait, l'émotion, bah, elle vient frapper au niveau du corps et tant qu'elle n'est pas libérée, elle va venir vous titiller, elle va venir vous chercher. Donc c'est pour ça que, des fois, eh bien, la 1re année, c'est normal qu'on ait des tensions, qu'on soit très fatigué, donc c'est intéressant d'accompagner le corps par rapport à ça. Mais quand, au-delà d'1 an, on continue à avoir des choses comme ça physiquement qui traînent, c'est intéressant de s'interroger sur, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau de son corps et comment son corps va s'exprimer. C'est pas toujours facile, parce qu'on fait enfin le lien, il est pas toujours, évident, je répondrai à vos questions juste après. Il est pas évident à faire, en fait. Je vous donne un exemple, mais qui me concerne et quand je parle de moi, je parle de vous. En fait, mon premier 18 mois, j'étais en mode warrior, j'ai appris le travail au bout de 8 jours. À l'époque, j'étais directrice chef de service d'un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri. Au bout de 6 mois, je suis devenue directrice du pôle d'hébergement. Je manageais,
voilà, 50 personnes, on avait 1000 places d'hébergement, j'étais à fond, fond, fond. Voilà, je faisais vraiment comme si, tout ça n'était pas arrivé. Et puis j'ai commencé à déclencher des crises d'asthme. Vraiment fortes, 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 alors que j'étais pas asthmatique du tout et je me retrouvais aux urgences la nuit et très souvent vers 3 heures du matin et en fait, à ce moment-là, pourtant, les urgentistes, ils commencent à me connaître. Il y a aucun médecin, aucun urgentiste qui m'a demandé, qui m'a dit: «Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans votre vie pour que», à l'époque, j'avais 42 ans, «vous fassiez des crises d'asthme d'une telle violence?» La ventoline ne me calmait pas, enfin, c'était vraiment et j'avais vraiment l'impression de mourir, quoi. Et c'est mon médecin traitant qui, lui, a fait le lien et il m'a dit: «Rachel, c'est lié à ton deuil». Et moi, intellectuellement, je le faisais pas. Il a fallu que j'ai une autre personne en face de moi et un médecin qui connaissait bien le processus de deuil et pour ça, j'ai vraiment eu de la chance et qui m'a dit: «Va falloir que tu travailles sur ton deuil. Va falloir que tu évoques ton deuil, et que, tu te fasses accompagner». Et c'est le premier qui m'a parlé de la sophrologie. Mais c'est pour vous dire que c'est pas forcément évident par rapport à l'expression des émotions. Voilà et on fait pas plusieurs années après, on peut traîner ça et plus faire de lien avec son deuil. Alors, doit-on se forcer à écrire? J'ai pu écrire après le décès de ma conjointe, aujourd'hui j'y arrive plus. Je crois pas qu'il faille se forcer. En fait, moi, ce que je vous dirais, c'est que, c'est aussi de voilà, c'est des phases. Moi, je sais que dans les accompagnements, je propose ça, il y a des femmes qui l'utilisent, il y a des femmes qui l'utilisent pas, qui font des allers-retours. Hem, dans les premiers temps, ça peut être intéressant parce que souvent on a besoin d'écrire à la personne, de raconter nos journées et cetera. Il y a des gens qui sont pas du tout adeptes de l'écrit et ça les gonfle et donc moi je crois qu'il faut pas se forcer. En fait, chacun on trouve, ce qui est bon pour nous et hem alors mon job, c'est moi de vous donner des des outils, mais après, il y a des clientes, en fait, qui me disent: «Bah, ça Rachel, moi ça me parle pas, je prends pas, moi je vous sème un peu des petites graines, vous prenez pas, vous refaites à votre sauce». Voilà, je crois il faut pas se forcer à spécialement écrire. L'écriture, c'est un outil, mais il y a des gens qui vont exprimer, les choses avec la peinture, en faisant du sport, enfin, c'est à chacun vraiment de trouver, ce qui vous fait du bien. Donc c'est pas, comment? Moi, je donne des pistes dans mes lives, dans et puis auprès de mes clientes, bien sûr, mais après c'est à vous de c'est vous qui c'est votre deuil, c'est vos sensations, c'est vos ces émotions, elles sont uniques. Votre deuil, il est unique en fait, donc c'est vous qui allez trouver ce qui vous fait du bien. L'important, c'est de se reconnecter à ses ressources aussi personnelles. Ça s'appelle l'écriture, mais peut-être un temps, comme ça a été votre cas, mais peut-être qu'après, plus du tout. Je sais pas si je réponds à votre question du coup. Au décès brutal de mon mari, la semaine qui a suivi, j'ai pensé le rejoindre. J'ai eu l'idée de lui écrire tous les jours et ça m'a énormément aidée. Ben, voilà, donc super, vous avez trouvé aussi un moyen, voilà, de aussi peut-être garder le lien avec lui, de et puis ça vous a apaisé. Donc faut tester en fait. Moi je trouve il faut essayer et puis on voit et pas culpabiliser si c'est pas, voilà, si ça marche pas, il y a autre chose qui viendra aussi à vous. La 4e chose que je voulais vous partager, par rapport à la confiance en soi c'est vous dire que la confiance en soi, c'est comme un muscle, en fait. Qu'on va, voilà, donc là, le muscle, il est complètement atrophié et tout, on va remuscler au fur et à mesure et moi, ce que j'aime souvent dire à mes clientes et souvent elles en ont pas conscience, je pense à un monsieur que j'ai accompagné qui avait perdu son fils, qui avait élevé seul son fils et son fils unique. Son fils décède d'un accident de moto et donc on travaille en accompagnement et en fait, lors de la première séance, il me dit, «Je suis nul, je» donc ça faisait 3 ans que son fils était décédé, «Je me traîne, je fais rien, enfin ma vie c'est de la merde, je suis nul quoi», hein. Je vous la fais courte, mais c'était ses mots en plus. Et en fait, on commence ensemble à lister et je lui fais partager, en fait, tout ce qu'il a fait depuis 3 ans. Et donc là, c'est quand même,
En fait, alors déjà, il s'est occupé, tout seul des obsèques, de toutes les démarches administratives, il a vendu sa maison, il a racheté une maison, il a quitté son job, il s'est reformé, il a trouvé un autre boulot, donc enfin, je rentre pas dans les détails, mais ce monsieur, il en 3 ans, il a fait énormément de choses et des choses qui demandent quand même un effort, voilà, déménager, c'est pas un petit effort, changer de job, se lancer dans une reconversion, voilà, c'est pas rien, c'est un monsieur qui s'investissait aussi énormément au niveau associatif, pour aider, des enfants, dans les quartiers défavorisés. Enfin, il s'est lancé dans plein de trucs, quoi et en fait, je lui dis: «Ben, vous avez vu, tout ça?» Il me dit: «Ah ouais, Rachel, j'ai pas réalisé, quoi». Il me dit: «Merci parce que j'ai pas réalisé». Donc en fait, moi je lui servais un peu d'effet miroir pour lui faire comprendre que enfin, j'ai même pas eu besoin de lui faire comprendre parce qu'il a compris tout de suite en me disant tout ce qu'il avait fait. De dire bah, je lui dis: «Bah, c'est pas rien, quoi». C'est pas, heu donc c'est ça aussi muscler aussi sa confiance en soi, c'est aussi se rendre compte de tout ce qu'on a fait pendant le deuil et de toutes les capacités qu'on a développées. Heu Parce que, ça demande énormément d'énergie et on apprend à faire des nouvelles choses, qu'on pensait jamais faire. Enfin vraiment, je pense à une dame qui a perdu son mari, qui est dans un de mes programmes actuellement, dans le programme Traverser les émotions du deuil du conjoint, qui a des enfants en bas âge, et qui, disait: «J'ai jamais conduit enfin, j'ai le permis, mais je conduisais pas, c'était toujours mon mari qui conduisait, j'aimais pas ça, je suis pas à l'aise, j'ai peur». Et sa petite fille de 6 ans, la première chose qu'elle a dite quand son papa, est mort, elle a dit: «Mais qui va rouler la voiture?» Et en fait, ben, cette femme, elle me disait: «Mais il va falloir que je roule, quoi, Rachel, il y a pas l enfin, c'est obligé». Et en fait, on a retravaillé ça là-dessus, donc elle a voilà, le fait déjà d'aller reprendre des leçons de conduite, je l'ai accompagnée par rapport à muscler aussi cette capacité qu'elle oui, elle était capable d'aller à l'auto-école, de dire qu'elle avait, quasiment jamais roulé depuis 20 ans, qu'elle avait les chocottes, qu'elle avait la trouille et puis voilà, elle a repris des leçons là, dans l'été et puis, dans le groupe là, elle nous partageait en fin de semaine que, waouh, ça y est, elle a d'abord roulé avec quelqu'un à côté d'elle, quelqu'un de sa famille et puis là, elle est partie, au cinéma avec ses enfants, le week-end dernier, elle a fait 7-8 kilomètres toute seule avec ses enfants en voiture et c'était une super victoire. Donc ça, c'est des compétences qu'on redéveloppe, pendant le deuil et souvent on les minimise comme si c'était normal. Bah non, c'est un truc enfin pour moi, c'est un pas de géant qu'elle a fait et d'ailleurs dans sa vidéo de enfin voilà, dans sa présentation dans le groupe, elle disait, «Non mais j'ai l'impression que ça avance pas». Bah si, donc heu, donc c'est vraiment important de retravailler sur, de remuscler cette confiance et de voir tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on sait faire parce que vous toute seule on peut le faire, hein, bien sûr. Mais en fait, on a tellement de croyances, on minimise tellement que, on n'a pas cette impression d'avancer et de remuscler cette confiance en nous. Donc ça, c'est vraiment important de retravailler ça, vraiment à fond et je lis juste vos commentaires. Non, pas de nouveaux commentaires. Hem Voilà pour ce point-là, pour l'important de muscler cette confiance en soi et peut-être aussi je rajouterai un truc qui me vient un peu spontanément, c'est que, en France, la voie royale quand, on perd un conjoint, c'est qu'on ou un enfant, enfin quand on perd un proche, qu'on n'est pas bien, qu'on est en deuil, qu'on est triste, qu'on est à la ramasse, qu'on est vraiment mal, c'est d'aller chez le psy. Tout le monde nous envoie chez le psy. Alors, je vais pas dire de mal des psys parce qu'ils m'envoient beaucoup de gens, mais en tout cas et d'ailleurs c'est pas rien s'ils m'envoient aussi beaucoup de gens, de clients, c'est parce que exprimer ses émotions, on peut le faire effectivement chez un psy et je pense que c'est très bien, d'aller déposer ça et c'est très aidant. C'est intéressant de trouver un psy qui est quand même formé à minima au processus de deuil et qui va pas, voilà non plus, vous dire au bout d'un an: «Bon allez hop, ben là, ça fait un an, maintenant, faudrait peut-être, vous secouer, ah ben, vous allez, retrouver un nouveau compagnon, ça va aller mieux» ou je ne sais quoi, hein, parce que j'ai déjà entendu, mais bon, il y a aussi de très bons psys. Donc ça, c'est une façon aussi d'aller exprimer ses émotions et de lâcher aussi sa culpabilité, de verbaliser et puis, quand on est accompagné par un psy qui connaît le processus de deuil, il va pouvoir aussi faire ce que je fais moi, c'est-à-dire un peu de la pédagogie du deuil. Vous donner de repères et vous dire: «Bah, attendez là, c'est OK là, ce que vous vivez, c'est normal.
Moi, je vous fais confiance, je sais que vous êtes en train d'avancer. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi tout le travail sur le corps et en fait, c'est pour ça que les psys m'orientent aussi beaucoup de personnes parce que, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, c'est important d'exprimer aussi par le corps, de lâcher certaines choses et de retravailler cette confiance en soi. On peut le refaire aussi avec le corps. Moi, je vois beaucoup de gens qui arrivent en séance, que ce soit en visio ou ici au cabinet, qui arrivent tout repliés et tout. Et je les vois au fur et à mesure qui se redressent, qui voilà, prennent de l'assurance, qui font pas comme moi, qui ont pas les jambes croisées, qui ont bien les voilà, qui s'ancrent, qui sont là, qui reprennent vraiment, ouais, confiance en eux, de l'assurance, se dire: «Bon, bah, c'est bon, là, je vais être capable d'avancer, même sans lui, sans elle» et heu et voilà, ce travail sur le corps, il est aussi hyper complémentaire et il est très important. Bien sûr, c'est encore mieux quand vous êtes accompagné comme une sophrologue par moi qui est formée au deuil et qui est accompagnante du deuil. Mais en tout cas, ce travail corps et esprit, il est vraiment hyper, hyper important. Le dernier point que je voulais vous partager, et n'hésitez pas si encore si vous avez des partages, des réflexions, des remarques, ou des questions, c'est la question, de la culpabilité. En fait, on aura beau essayer de booster sa confiance en soi, si on se sent toujours coupable, en fait, ça va venir buter et on va pas avancer. Donc la culpabilité, elle est toujours plus ou moins présente quand on vit un deuil. On se sent coupable. Alors pour les personnes qui ont perdu, un être cher d'un suicide, elle est vraiment souvent très, très forte, mais elle peut être forte aussi dans d'autres situations, dans d'autres types de deuil, de mort et moi, ce sentiment de la culpabilité, je le trouve assez inhumain en fait, pour être honnête. Je vais répondre à vos questions juste après. Cette culpabilité, je la trouve vraiment inhumaine parce qu'en fait, on s'accuse, souvent, de pas avoir dit ceci, fait cela ben, ce soir-là, je lui avais proposé de pas prendre sa voiture, bah, il serait pas mort. Si je l'avais encouragé à aller chez le médecin, ben, il aurait détecté sa maladie ou elle aurait détecté sa maladie plus tôt et il aurait peut-être pu être guéri et cetera. Donc c'est quand même hyper, hyper violent quoi comme, on limite, c'est moi je vois certains clients ou clientes qui s'accusent presque de la mort de quelqu'un indirectement. Donc je trouve que c'est assez inhumain, en plus, moi j'aime bien rappeler qu'on n'est pas dans la toute-puissance quoi. On est des êtres humains, on n'est pas dans la toute-puissance pour contrôler la vie de l'autre, ce qu'il a fait, ses choix. Et en fait, on fait ce qu'on a pu. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des boîtes de conserve. Donc cette culpabilité-là, elle est très forte. Seule, c'est pas évident de s'en libérer, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment important, je pense, de travailler cette culpabilité. Même si c'est pas confortable, c'est même très violent. En tout cas, c'est vraiment salutaire de travailler sur cette culpabilité-là. Et hem et on peut en fait, vraiment enfin, je pense à une cliente, que j'accompagne en ce moment. Son mari était malade d'un cancer, et voilà, elle s'est reproché beaucoup de choses sur la fin de vie et elle a pas su lui dire au revoir comme elle voulait, donc elle se sentait coupable. Bah, ça, c'est des choses en sophrologie qu'on peut travailler, et notamment en visualisation, dire au revoir à une personne, dire tout ce qu'on aurait aimé lui dire et ça fonctionne très bien pour se sentir apaisé. Ça peut paraître bizarre, mais comment ça se passe au niveau du mental? Je vous la fais courte, mais en fait, notre mental, il fait pas la différence entre, ce qui se passe là dans notre tête et la vraie vie. OK? D'ailleurs, on l'expérimente tous quand on regarde un film, d'horreur, un film qui nous fait peur, quoi. On a la trouille. Bon, c'est bien que c'est pas la vraie vie, que c'est un film. Donc on voit bien que notre mental, il fait pas la différence. Et en fait, de cette manière-là, quand vous êtes guidé, comme je le fais en sophrologie et ben, je peux en fait,
travailler sur cet au revoir-là, ces adieux-là et faire en sorte que vous allez dire tout ce que vous allez avoir besoin de dire à la personne et qu'elle, elle va aussi vous dire des choses. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut travailler. Et cette culpabilité-là, faut vraiment en avoir conscience parce que, enfin, des fois, ça nous bloque beaucoup dans notre vie personnelle et plusieurs années après, on fait pas forcément le lien. Je pense à une jeune femme que j'ai accompagnée, qui était, qui vivait dans le sud de la France et qui avait perdu son papa, depuis quelques mois, en fait, et en fait, elle était en train de créer une école, d'équitation et elle me disait, «J'ai pas confiance en moi, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver» et en fait, quand on regardait ensemble, tous les atouts qu'elle avait, elle était hyper compétente dans son domaine, elle avait un réseau de malades, elle connaissait un monde de dingue dans le milieu du cheval, elle avait remporté des prix, enfin elle était ultra formée, enfin vraiment il y a financièrement, elle avait des appuis et tout pour monter son école d'équitation, enfin vraiment il y avait aucune raison voilà, qu'elle réussisse pas, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, on est arrivé à la question de la culpabilité. Et en fait, son père était passionné aussi de cheval, mais lui, il avait toujours eu peur de monter son école d'équitation. Et en fait, elle me disait, si je monte cette école d'équitation, j'ai la sensation, en fait, que je lui prends sa place. C'est pas moi qui devrais être là, c'est lui. Et donc, on a fait tout un travail là-dessus pour, là, c'est clairement sur les croyances. Elle était persuadée que c'était pas sa place et alors que c'était un projet qui l'animait et donc on a travaillé vraiment là-dessus, par rapport à cette culpabilité-là, pour, qu'elle change de vision des choses et et qu'elle puisse voir un peu les choses autrement. Et en fait, à la fin de l'accompagnement, elle me disait, «Et ben, en fait, je prends pas sa place, mais il me donne de l'énergie et c'est comme s'il était avec moi». Donc elle a vu complètement les choses autrement et j'ai eu des nouvelles d'elle pendant le confinement, par exemple et même pendant le confinement, elle a réussi à s'adapter. Enfin, son école, elle marche bien et cetera. Donc c'est vraiment, hem, il y a des choses qui arrivent comment? On peut être un peu, dans l'auto-sabotage parce qu'on estime qu'on mérite pas, quoi. Elle méritait pas, de réussir parce qu'elle estimait que c'était pas à elle de réussir, c'était à son père. Alors que voilà, son père, c'était un monsieur, majeur et vacciné, bah, il avait des peurs, il a jamais passé ce cap-là, quoi, donc point. Alors c'est toujours facile à dire, hein, mais on peut être beaucoup dans l'auto-sabotage et même quand il nous arrive des trucs super chouettes, moi j'ai des clientes qui me disent: «Ben, j'ai l'impression que elles me disent: «Plus j'ai des bonnes choses qui arrivent, et ben, moi, je suis heureuse parce que je m'auto-sabote ou notamment dans les relations de couple, hein, des femmes qui perdent, leur conjoint, leur conjointe et qui des fois 3-4 ans après, ben, voilà, me disent, alors ça, c'est typiquement le programme, Redonner un sens à sa vie. Les clientes qui sont dans ce groupe-là, elles ont des nouveaux compagnons. Depuis 1 an, 2 ans, des mecs adorables, enfin super, des fois très courageux parce que c'est pas évident pour nos nouveaux compagnons aussi de prendre une place aussi, hein, c'est pas évident et après la mort d'un conjoint donc qui me disent, «Et ben, voilà, je m'auto-sabote, je pourris la relation comme si je méritais pas un homme, sympa et cetera». Donc il y a vraiment un travail fort à faire sur la culpabilité, pour retrouver confiance en soi. Alors, donc, on a parlé de la déprogrammation neuronale. Est-ce utile pour le deuil? Je sais pas, parce que je ne connais pas la déprogrammation neuronale. Désolée, ouais, peut-être, alors je veux pas vous dire de bêtises. Franchement, je maîtrise pas du tout le sujet. Hem, ouais, je sais pas, mais je sais pas, est-ce que c'est en lien avec des techniques, hem, alors non, je sais pas du tout parce que déprogrammation alors on l'appelle pas comme ça en sophrologie, on a d'autres termes, mais effectivement on va pas déprogrammer, en tout cas, on va faire en sorte que certains souvenirs au niveau du mental, se stockent en fait au bon endroit, ça c'est sûr, pour en faire des souvenirs en fait apaisants.
Et pour que vous puissiez, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais en fait que vous puissiez repenser à une situation sans qu'au niveau émotionnel, vous soyez complètement débordé. Ça, c'est des choses qu'on fait. Alors nous, on n'appelle pas ça la déprogrammation neuronale en sophrologie, mais peut-être que ça s'associe à ça. Et effectivement, le souvenir va se caler à un autre endroit dans le cerveau et voilà sur des images plus apaisantes et donc je sais pas. Je peux pas vous en dire plus. J'ai fait aussi beaucoup d'auto-sabotage côté travail, dit Louise, ouais. Moi, je m'autorise pas à m'amuser, ouais. Alors c'est vrai que c'est pas forcément conscient, hein, mais c'est vrai que de pas s'autoriser à profiter, à se dire je vais aller en vacances. Alors bon, en ce moment avec la Covid, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est aussi parfois inconsciemment une manière de garder le lien avec la personne et de se dire tant que je souffre, je suis toujours en lien avec elle, je suis toujours en lien à l'extérieur. Et en fait, à un moment donné, quand on travaille là-dessus, le lien, il va pouvoir être à l'intérieur de soi. Donc, on n'a plus besoin d'être dans cette souffrance. On intègre la personne vraiment à l'intérieur de soi et on va commencer à s'autoriser. Ça, c'est un peu le cœur de l'accompagnement du deuil, hein, s'autoriser à continuer sa vie et continuer sa vie sans la personne qui est partie. C'est ça le chemin de deuil aussi. Et le deuil va nous y aider hein, à aussi travailler sur, sur un lien d'apaisement parce que la personne, on va l'intégrer, elle n'est plus à l'extérieur de nous. Avant, elle était à l'extérieur de nous quand elle était vivante, donc on avait un lien direct. Le lien, il se coupe, voilà, c'est une rupture définitive. Mais en fait, à un moment donné, on va l'intégrer à l'intérieur de soi. Donc la personne, elle est toujours avec nous. Le lien, il est coupé à l'extérieur, hein, mais émotionnellement, il est à l'intérieur de nous. La personne, elle fait partie de nous et elle fera toujours partie de nous, quoi. Le deuil, c'est pas l'oubli, hein, ça, je le reprécise aussi. On a peur de casser ce lien, de l'oublier, ouais, mais on l'oublie pas. La personne, elle fait partie de nous, en fait. On l'oublie pas et d'ailleurs, voilà, la preuve, c'est que faut s'autoriser aussi à en parler souvent et voilà, elle fera toujours partie de nous, de notre vie et elle sera là, mais d'une autre manière. Alors voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si je résume un peu par rapport à la confiance en soi pendant un deuil, la première chose, de pas minimiser vraiment et d'avoir en tête que c'est une vraie crise identitaire en fait quand on perd quelqu'un et qu'on perd son père, sa mère, un enfant, un conjoint. Voilà, le deuil, il est là et c'est OK pour le traverser et le vivre, voilà et on doit s'autoriser aussi à le vivre. La deuxième chose, c'est la question du temps. Le temps, il passe, mais heu, il faut aussi s'autoriser à vivre, à traverser ses émotions. Et puis troisièmement, l'importance d'exprimer aussi tout ce qu'on ressent, parce que, tout ce qui va pas, s'exprimer, va s'imprimer au niveau du corps et on va trimballer ça. On peut déclencher aussi, même certaines maladies, certaines douleurs, qu'on va traîner pendant très longtemps avec une émotion qui n'a pas été exprimée. Quatrièmement, muscler cette confiance en soi, en travaillant dessus. Et puis cinquièmement, avoir vraiment en tête que cette culpabilité, eh bien, quand on travaille dessus, ça fait vraiment levier par rapport à la confiance en soi. Ça permet vraiment de quand on s'en libère, et bien vraiment d'avancer de façon plus sereine et retrouver confiance en soi. Retrouver confiance en soi, c'est vraiment retrouver confiance en ses capacités et croire qu'on est capable de faire les choses, qu'on est capable de vivre sans la personne, avec la personne à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Voilà ce que je voulais vous partager. Ce soir, Louise, comment se redéfinir? C'est une vaste question. Hem, j'ai pas malheureusement de méthode magique. Alors se redéfinir, c'est certainement aussi se reconstruire. C'est des choses qu'on va faire pas à pas.
il est certain que quand on peut évoquer le défunt avec sa famille, avec ses proches, qu'on peut en parler, qu'on peut exprimer ses émotions, qu'on peut et qu'on s'y autorise aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent non mais vos programmes d'accompagnement ça m'intéresse, mais moi j'ai peur d'être plus mal après, et donc je veux pas en parler. Ben ça c'est aussi une fausse croyance quoi, parce que moins vous allez en parler, moins vous allez être apaisé et moins vous allez vous reconstruire en fait. Et ça, c'est vraiment aussi important de partager, d'exprimer. Souvent, on me dit oui, je veux bien venir, mais alors que les séances individuelles, je veux pas intégrer le groupe, alors que le groupe, c'est hyper puissant parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, et ça va vraiment. La reconstruction, elle se fait pas à pas. Enfin, je suis très bien placée pour vous le dire, et je le vois bien aujourd'hui aussi avec mes clients, quoi. On se lève pas un matin en se disant ça y est, je vais me redéfinir, je me reconstruis. Voilà, Louise, on se connaît un petit peu, ben, tu es en train de te redéfinir, tu es en train de te reconstruire. Donc, c'est vraiment tout un chemin. Moi, ce que je voudrais terminer là-dessus, le chemin, il est difficile. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Je le sais au fond de mes tripes, je le sais dans mon ADN pour l'avoir vécu. Le chemin, il est difficile, mais il est possible. Les choses, elles se font. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est vraiment l'important, c'est de trouver aussi que euh, d'être accompagné par quelqu'un qui va vous aider à vous reconnecter à vos ressources personnelles, qui va vous aider à aller chercher au fond de vous, parce que vous avez toutes, nous avons tous des ressources personnelles insoupçonnées, vraiment. Et moi, je le vois tous les jours dans les accompagnements, je l'ai vu avec moi aussi. Mais c'est de trouver la personne, de savoir qu'elle existe, lui faire confiance, et puis qui va vraiment, oui, vous accompagner pour aller chercher vos propres ressources personnelles pour avancer. C'est ça, en fait, la manière dont on peut se redéfinir. Pour terminer, eh bien, voilà, si vous voulez aller plus loin, sachez que moi j'ai 3 programmes d'accompagnement où il y a des séances individuelles, où il y a du groupe aussi, des groupes, des cercles de partage. Dans ces cercles de partage, il y a aussi d'autres professionnels que moi qui interviennent sur le deuil, qui apportent aussi leurs compétences pour vous aider sur le chemin de la reconstruction. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions sur ces programmes qui sont sur mon site internet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une entrevue gratuite de 30 minutes. On fera connaissance, on échangera. Et puis, je répondrai à vos questions, bien sûr. Et puis, on validera ensemble le fait de travailler ensemble, de faire un bout de chemin ensemble dans mes programmes. Donc, je vais vous mettre dans les commentaires le lien pour prendre rendez-vous. Voilà, j'étais vraiment super contente de faire ce live avec vous. Ça faisait bien longtemps. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté aussi un éclairage. N'hésitez pas, si vous voyez ce live en replay, aussi à poser encore des questions, j'y répondrai. À partager aussi ce que vous voulez partager dans ce groupe des Yellow Women, parce que toutes vous avez des parcours vraiment hyper intéressants, enrichissants, et je pense que c'est important d'être solidaire pour casser cette solitude du deuil, parce que le deuil, ça isole vraiment beaucoup. Et puis, voilà, quel que soit ce qui se passe en France, là, à 20h, notre président va nous annoncer si on est reconfiné, semi-reconfiné ou pas, j'en sais rien. Mais quoi qu'il advienne, voilà, vous savez que vous avez ce groupe aussi comme ressource, et n'hésitez pas à m'interpeller, voilà, si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai explosé l'heure, ça fait 1 heure que je parle, c'était prévu 30 minutes. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour les jours à venir, et je vous embrasse bien fort. Bye. Au revoir.